Alors, va-t-on vers une faillite générale des banques? Bonjour à tous et bienvenue à notre émission en direct depuis New York. Il faut se souvenir de la crise de 2008-2009 qui est dans toutes les mémoires, qui était une crise systémique et qui a failli voir l'effondrement du système financier international, des banques, des fonds de pension, des fonds d'investissement, des hedge funds et puis des États. Il faut se souvenir que Lehman Brothers s'est cassé la figure, AIG, qui était la plus grosse assurance bancaire du monde, bancaire et non bancaire du monde, a failli suivre. Et c'était le grand moment des mortgage-backed securities et des subprimes. C'est-à-dire que mortgage-backed securities, on avait mis ensemble des prêts de valeurs différentes, c'est-à-dire très souvent qui n'avaient plus aucune valeur parce que les gens ne pourraient pas rembourser. Et on les a mis en package en titrisation à Wall Street, et puis on les a vendus ensuite à la ville de Londres, à la ville de Paris, et on les a vendus dans le monde entier, à des médecins, des avocats, des cadres sup et tout ça. Et tout d'un coup, tout ça n'a plus rien valu. Donc là, on était vraiment sur une crise systémique et les banques centrales ont pris des mesures d'urgence, maintenant qui feraient rire parce que la Fed et la BCE, Banque Centrale Européenne, chacune est intervenue jusqu'à 700 milliards de dollars, mais aujourd'hui, c'est des sommes qui sont non pas négligeables, mais qui sont rien par rapport à l'époque. En tout cas, ils sont intervenus de cette manière-là et le système financier international a été sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On a 3 banques qui ont fait faillite aux États-Unis en l'espace de 3 mois, qui sont la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank. Ce sont des banques d'un certain niveau, ce qu'on appelle des petites banques, mais c'est des banques d'un certain niveau. Et la Silicon Valley Bank, c'était très étonnant parce qu'elle finançait tous les géants de la tech. Et tout d'un coup, pouf, elle disparaît. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement américain ? Il a racheté tous les comptes, il a renfloué la banque de telle manière que les gens n'ont rien perdu. Et c'est une mesure exceptionnelle. Et il faut savoir aussi que sur le plan international, le Crédit Suisse, qui est une banque géante, était en faillite, en quasi-faillite. Et après intervention du gouvernement suisse, et sur recommandation de tous les gouvernements du monde, l'Union des banques suisses, qui est l'autre géant bancaire suisse, a racheté le Crédit Suisse pour éviter qu'il ne fasse faillite. Donc on est sur une crise qui est une crise d'importance, qui est une crise très grave, parce qu'on évalue qu'aux États-Unis, il y a 200-300 banques qui risquent de suivre. Et ce qui se passe aux États-Unis, notamment sur le plan financier, se passant dans le reste du monde, cela crée une situation pré-catastrophique. Alors, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Le contenu est gratuit, mais si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer des vidéos importantes. Donc la meilleure chose, c'est de vous abonner et puis aussi de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez averti chaque fois qu'il y a une nouvelle publication. Juste pour mentionner, cette vidéo est sponsorisée par BHSU University USA, c'est-à-dire de Business, Humanities, Science and Ethics University USA. C'est une université qui a un MBA 100% en ligne. Et je vous dirai, pour ceux que ça intéresse, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai plus d'éléments. Quelles sont les causes de cette crise systémique? Alors d'abord, on a le Covid à qui on fait porter beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai, souvenez-vous, tout d'un coup, toutes les économies du monde, en tout cas les pays occidentaux, se sont arrêtées, les rues étaient désertes, les gens n'avaient même plus le droit d'aller au bureau, et ça a duré, rebondi, etc. Une nouvelle vague, encore une nouvelle vague, encore une nouvelle vague, non pas une nouvelle vague du cinéma, mais une nouvelle vague du Covid, et il y en a eu 4, 5, 6, 7, 8, on ne sait plus. Donc ça veut dire que l'économie a été soumise à une pression infernale, non seulement en France, mais dans le monde entier, et en 2020, 2021, et même une bonne partie de 2022. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est, quoi qu'il en coûte, ça a été en France qui a été dit, mais chaque pays a fait la même chose, et on a ouvert les vannes de l'argent. Donc, d'un côté, on avait l'argent qui coûtait rien du tout depuis la crise de 2007-2008, puisque la
quasi-totalité des prêts consentis aux banques, c'était Open Window Policy, les banques centrales donnaient l'argent aux banques privées, et des fois même leur servait un intérêt pour qu'elles prennent l'argent. Donc c'était le monde à l'envers, et ça a duré pendant 10 ans. Et puis, en plus de ça, donc il y a eu beaucoup de liquidités sur le marché financier. Et puis arrive le Covid, et pour éviter que l'économie ne s'effondre et les pays avec, on donne de l'argent à tout le monde. On paye les gens à ne pas travailler. Et on n'avait pas vraiment le choix. Alors ça, c'est une première chose, mais ça veut dire que la productivité est tombée complètement, et on a créé une masse monétaire gigantesque sans contrepartie. Donc l'inflation part. Ensuite, on a un autre phénomène qui est celui des supply chains et celui de la guerre en Europe centrale, entre l'Ukraine et la Russie. Et donc là, on crée beaucoup d'argent aussi pour payer les dépenses militaires, ça commence, et puis pour aider l'Ukraine, et puis pour soutenir les économies. Alors, le Covid, la guerre en Ukraine, et puis ce qu'on a appelé l'argent magique, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, entraîné par le Covid et l'Ukraine, si on a besoin d'argent, eh ben, on l'imprime. Et donc, tout le monde l'imprime. Alors, c'est pas très embêtant pour les Américains, puisque le dollar domine toujours l'économie mondiale. Donc, c'est du papier, mais les autres doivent supporter la dette américaine. Par contre, pour les autres pays, c'est conséquent. En tout cas, ça veut dire que l'inflation est partie. On n'a jamais vu une inflation comme ça depuis 20 ou 30 ans. Et pour arrêter cette inflation, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé la technique de Volcker, qui était, au moment où l'inflation était la plus élevée, dans les années 60-70, qui était le patron de la Banque centrale américaine, la Fed, c'est-à-dire de monter les taux d'intérêt. On considère que l'inflation, c'est une surchauffe de l'économie, alors on monte les taux d'intérêt. En gros, pourquoi faire? Pour faire crever les entreprises. C'est-à-dire que plus il y en a qui tombent, moins il y a d'activité et moins il y a de surchauffe. C'est une vision mécaniste. À défaut, c'est mieux que rien. Mais on est sur une situation qui est celle de Molière, qui disait « le malade est mort guéri ». C'est-à-dire que quand on monte les taux d'intérêt, on diminue la possibilité pour les entreprises de se financer, et donc pour beaucoup, elles meurent. Ou alors elles diminuent leur activité de manière très très importante. Donc il y a un autre phénomène qui a joué aussi, c'est du fait que les taux d'intérêt ont été relevés par les banques centrales, la Federal Bank aux États-Unis, la Fed, et puis la Banque centrale européenne en Europe. Eh bien, les Treasury Bonds, ce sont des bons du Trésor de l'État américain, qui sont un peu une valeur refuge, et vers lesquels les banques qui recevaient de l'argent depuis 10 ans, et puis avec le Covid, et puis avec tout le reste, etc., avec une création monétaire énorme, ils recevaient beaucoup d'argent, il fallait bien qu'ils le placent quelque part. Et donc, ils le mettaient dans quelque chose de sûr, les Treasury Bonds fondés sur la solidité du système financier américain. C'est-à-dire que on place l'argent et l'État américain vous donne un peu d'argent. Le problème, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt à laquelle on assiste maintenant depuis près d'un an aux États-Unis, un peu moins avec la Banque centrale européenne, ça veut dire qu'il y a les taux directeurs des banques centrales font que les autres taux montent également, et donc il y a des produits financiers plus attractifs que les Treasury Bonds. Et s'ils sont plus attractifs, les gens et les banques vont sur ces autres produits. Donc c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Quand quelqu'un a moins d'intérêt à vous racheter vos Treasury Bonds, vos bons du Trésor, ils perdent en quantité. Alors, quand ils vont arriver à maturité, on va vous rembourser votre capital. Encore faut-il que vous arriviez à tenir jusqu'à la maturité des Treasury Bonds, et qui des fois sont à 10, 20, etc. années. Alors, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, 10 ans, etc. Mais bon, donc en réalité, les banques ont leur balance sheet, leur compte, qui tout d'un coup se retrouvent complètement démunis. Et c'est ce qui est en train de se passer avec tout ce qu'on a décrit là. En plus, les banques se trouvent face à une diminution de leurs actifs et sont au bord du précipice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on continue à monter les taux, et là, on est sûr que c'est l'explosion totale. Et si on laisse l'inflation avancer, c'est quelque chose de pratique, mais en même temps qui permet à l'économie de survivre. On est donc dans une situation, comme on dit aux États-Unis, coincé entre la pierre
et un objet dur, c'est-à-dire qu'en gros, on est coincé des deux côtés. Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de BHSU, cette université en ligne. C'est une université qui se trouve en Louisiane, mais en fait, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque quand c'est en ligne, ça diffuse dans le monde entier. C'est asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez suivre les cours quand vous voulez, sans déménager. Vous pouvez suivre les cours le soir, vous pouvez suivre les cours dans la matinée, le week-end, la semaine, etc. Et qui vous délivre un MBA, c'est-à-dire le diplôme le plus coté aux États-Unis, un MBA où il y a une grosse composante d'intelligence artificielle pour vous permettre d'être complètement dans le trend de l'économie et de trouver un job le plus facilement possible. Donc ce MBA est un diplôme américain, d'université américaine. Il faut savoir que la plupart des MBA, enfin les MBA non américains, n'ont quasiment aucune valeur parce que c'est un diplôme américain et il est à un prix vraiment extrêmement concurrentiel puisqu'il est à 10-15 fois moins cher que les autres MBA. Et la raison en est, c'est que cette université fait énormément d'économies sur tout ce qui sert à rien. Les voyages des cadres, les repas et les voitures de fonction, etc. La seule concentration de cette université en ligne, c'est d'offrir des cours avec des professeurs de très haut niveau, PhD, Doctor of Business Administration, américains sortant des plus grandes universités américaines, et d'avoir un logiciel de délivrance des cours qui est au top niveau. Voilà, je vous remercie et puis suivez-nous sur cette chaîne et n'hésitez pas de vous enregistrer et à cliquer sur la cloche.